Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là pour cette conférence, ce débat qui est organisé par Osons le Progrès. Pour ceux qui ne connaissent pas Osons le Progrès et qui ne me connaissent pas, donc je suis Philippe Zaouati, je suis le président de cette association, de ce think tank que nous avons créé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, avec l'objectif de réfléchir collectivement sur cette notion de progrès et de progressisme, en partant du constat que, en dépit du fait que cette notion est censée être aujourd'hui un peu au pouvoir en France, il y avait peu de réflexion pour la définir de façon précise et peu de colonne vertébrale de cette pensée. Et donc, on a décidé de s'y atteler. Dans le cadre, donc, il y a eu plusieurs cycles qui ont été organisés l'année dernière, notamment un sur le féminisme, et puis un début de réflexion sur le girondisme et les territoires. Et dans le contexte de cette crise sanitaire, on a décidé de se consacrer pendant ces semaines de confinement à une réflexion sur le monde d'après, ce qui a donné lieu à la publication de plusieurs notes, une note sur les territoires et le monde d'après, qui a été notamment écrite par Adrien Ladessière, une note sur la question de la crise sanitaire et de la crise climatique, quel est le lien qu'on pouvait faire entre ces deux crises, qui a été rédigée par Julien Marchal. Et puis, cette semaine, nous avons publié une troisième note sur la question de la mondialisation et des relocalisations, qui était notamment coordonnée par Claire Martin. En parallèle de ces publications de notes, on a décidé d'organiser un certain nombre de débats, et notamment ce premier débat un peu, je dirais, complet et structuré sur la question de la radicalité, qui est une question que l'on voit surgir aujourd'hui dans le débat public, et qui est posée notamment par cette question, par la situation actuelle de la pandémie, où l'on voit en quelque sorte que nous avons pu effectivement accepter des décisions extrêmement radicales, tout en gardant un certain niveau de consensus, ce qui est quelque chose qui était relativement peu arrivé, et en tout cas qu'on imagine mal aujourd'hui dans le cadre, par exemple, de la lutte contre le changement climatique. Il est temps de passer à des décisions plus radicales dans la société pour faire avancer des idées. Voilà, en gros, la question que l'on voulait poser aujourd'hui. Et donc, la façon dont je vous propose qu'on procède, c'est que nous allons avoir, dans un premier temps, pendant une petite dizaine de minutes, deux intervenants qui ont préparé cette séquence, qui vont nous donner deux visions assez différentes de cette question de la radicalité, enfin deux points de vue, non pas opposés, mais différents, qui vont un peu planter le décor. Ce sera Jules Béraud, président de la Fondation des Transitions, et Ladislas Smia, qui est l'un des cofondateurs d'Osons le Progrès et qui est un spécialiste de l'économie de développement durable. Ensuite, je laisse la parole à Éric Tardy, qui va animer le reste du débat avec les intervenants qu'il présentera tout de suite après. Voilà, pour commencer, je laisse la parole à Ladislas Smia, qui va donner son premier point de vue sur la question de la radicalité. Ladislas, à toi. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par demander à tout le monde de se mettre en mute parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de bruit sur la ligne. Vous pouvez tous vous mettre en mute. Donc, merci beaucoup de me laisser la parole. C'est mieux, j'ai l'impression, là, le son là. Oui. Donc tout à fait, on a essayé de réfléchir un petit peu à cette question. Je pense qu'on a tous été marqués par l'ampleur de la crise sanitaire sur le coronavirus, mais aussi par l'ampleur des mesures qui ont été mises en place pour y répondre. Et finalement, je pense qu'on a été nombreux à se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'agir aussi fort, aussi vite sur le coronavirus quand il y a beaucoup d'autres sujets qui sont susceptibles de créer des mortalités importantes, que ce soit des sujets qu'on essaie de traiter depuis des années, le tabac, l'obésité, les accidents de la route, mais surtout sur des sujets à venir comme la crise environnementale, que ce soit la crise climatique ou l'effondrement de la biodiversité, mais aussi l'explosion des inégalités. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à agir aussi fort, aussi vite sur le coronavirus et qu'on n'arrive pas à transformer l'essai d'une certaine manière sur ces autres sujets? Donc, en y réfléchissant un peu, on peut identifier deux grands sujets. Le premier, c'est ce que tu évoquais un petit peu déjà, Philippe, en introduction, c'est-à-dire que
on peut dire quand même qu'il y a une certaine forme de consensus sur les mesures à mettre en place sur le coronavirus. C'est-à-dire que même s'il y a eu pas mal de débats, il y a peu de gens qui remettent fondamentalement en cause l'idée qu'il fallait confiner les populations, peu de gens qui sont contre l'idée de la distanciation sociale, et sur un sujet très lourd qui a un impact très fort sur les libertés individuelles et sur la capacité de vivre ensemble, on a été assez rapidement capable de se mettre d'accord sur ces aspects-là. On a beau voir une montée, une prise de conscience de plus en plus forte sur les sujets environnementaux ou sur les sujets sociaux, il faut dire, je pense, enfin, en tout cas ma conviction, c'est on est encore très loin de ces consensus-là sur les sujets environnementaux ou sociaux. C'est-à-dire, même si, bon, déjà sur les questions environnementales, je pense que le constat est aujourd'hui assez partagé sur l'idée qu'on fait face à une crise environnementale, même s'il y a encore des gens qui remettent toujours en cause est-ce que c'est vraiment la responsabilité de l'homme. Ce type de jugement reste encore deviennent de plus en plus marginaux. Par contre, sur les modalités d'action, la façon d'agir, qui doit agir en premier, comment est-ce que c'est plutôt les dirigeants publics, est-ce que c'est plutôt les entreprises, est-ce que c'est les consommateurs, est-ce que c'est la finance, quelles sont les actions à mettre en place pour faire face à cette crise environnementale. Je pense qu'on est très très loin d'un consensus. Et que tant qu'on n'arrivera pas à se mettre un petit peu d'accord sur cette ligne, sur ces grands principes-là, réussir à mettre en place des actions plus ambitieuses, ça sera très difficile. Donc ça, c'est le cas sur les questions environnementales, c'est aussi le cas sur les questions sociales en matière d'inégalité. Pareil, le constat est très largement répandu sur la montée des inégalités. Comment est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce que c'est par plus de fiscalité? Est-ce que c'est par plus de liberté individuelle? Est-ce qu'il faut revoir les systèmes? Est-ce qu'il faut mettre fin au capitalisme? Donc, on voit que les réponses qui peuvent être apportées à ces sujets-là sont très différentes et que construire ces consensus, c'est une réelle difficulté, surtout que c'est des sujets qui sont assez peu abordés finalement de manière dans notre éducation. Donc, il y a eu des efforts en matière de formation qui ont été faits de plus en plus, mais qui touchent encore essentiellement les jeunes. Et ça pose des questions sur la formation tout au long de la vie. Donc la question de la formation professionnelle est quelque chose, un peu un serpent de mer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne marche pas toujours aussi bien qu'on le souhaiterait. Est-ce que cette crise nous invite à mettre un accent beaucoup, beaucoup plus fort sur la formation professionnelle, avec remettre les questions de développement durable au centre des questions de formation professionnelle? C'est peut-être un premier enseignement qu'on pourrait tirer de cette crise. Mais surtout, ce qui est un petit peu, en tout cas, ce qui m'a le plus marqué, c'est que finalement, c'est la temporalité dans laquelle s'inscrit la crise par rapport aux autres sujets. La crise nous a mis face au mur très rapidement. Et en tant que société, et je pense qu'en tant qu'individu aussi, on est souvent plus efficace face à l'urgence. Et le problème, c'est que réussir à agir face à des sujets de long terme, c'est quelque chose de difficile. Et d'une certaine manière, ce qu'on peut peut-être tirer comme enseignement de cette crise, c'est cette idée qu'il faut arrêter de mettre en place des horizons long terme, de dire à 2040, 2050, il faudra qu'on soit à tel endroit et se dire on va essayer de changer progressivement, et qu'on a peut-être besoin de mettre en place des chocs plus radicaux. Donc j'emploie à dessein le mot. Est-ce qu'il faut se dire que tous les 3 ans, tous les 4 ans, il faut qu'il y ait une réforme forte qui a quelque chose de visible sur nos modes de vie, parce que si on met pas ce type de choses en place, on n'arrive pas à transformer et que finalement on continue à reporter que les décisions ad vitam aeternam. Et donc finalement on voit que les appels à la radicalité se multiplient. Donc est-ce que c'est le bon mot? Est-ce qu'il faut réserver ce mot à d'autres typologies de pensée? J'ai pas un avis forcément très fort là-dessus, mais je suis assez convaincu personnellement effectivement qu'il faut sortir de ces logiques de transformation progressive pour se dire il faut mettre en place des jalons assez forts avec des espèces de mini-chocs réguliers qui nous permettrait collectivement de voir quelque chose qui change et d'être plus mobilisateur pour la société. Donc, Gilles, je pense que je peux peut-être te laisser la parole pour réagir par rapport à ça. Ok, oui, merci. Effectivement, c'est à la fois une question de vocabulaire, mais peut-être encore plus de mode d'action. Je crois que la rupture, on l'a vécue peut-être la plus importante depuis plus de 70 ans. Peut-être est-ce plus une question d'un climat de peur qui fait qu'on accepte une de ces libertés fondamentales qui est celle de se déplacer. Je crois qu'il y a cet aspect est très violent sur le plan culturel, et notamment pour certains dont je fais partie, qui ont été élevés par des parents qui justement avaient vécu des périodes difficiles il y a 70 ans, et qui ont fondé sur un système presque de valeurs, mais aussi un constat de société qui est que la guerre, les grandes maladies, tout ça, c'était disparu du territoire français. Ça fondait même leur projet de vie et transmission. Ça, c'est évidemment du fait des technologies, d'une économie qui donne accès
à des biens et des services, une médecine, l'éducation, etc. Et on a vu une vraie rupture puisque les attentats de 2015 et plus récemment, évidemment, autour du virus, ont fait réapparaître ce mot guerre et ce mot guerre sur le territoire. Je crois qu'il faut peut-être prendre conscience de cette rupture et qui crée évidemment une dimension très générationnelle parce que tu parlais effectivement très bien de l'école. Moi, j'ai des grands adolescents qui ont plutôt des bonnes bases de développement durable et de conscience sociale à l'école. Est-ce qu'ils changent leur comportement, c'est autre chose. Mais il y a des vrais rythmes comme ça et qui font qu'il y a des questions de cohabitation qui sont un peu compliquées, notamment quand faut passer à l'action. Alors, ces jeunes-là, ils sont évidemment natifs de la dégradation de l'environnement. Ils l'ont affirmé l'année dernière, en tout cas peut-être pas majoritairement, mais de façon très nombreuse. Ils appellent à ce mot radical avec lequel moi je suis pas très à l'aise. Alors effectivement, c'est peut-être une question générationnelle, comme je le disais, mais la rupture elle est là, et notamment aussi sur cette double canicule de 2019 qui est inenvisageable il y a 10 ans. On a ce sentiment de pression, d'accélération du temps qui nous amène à ce moment où on est enfermé chez soi pendant 2-3 mois, autre élément complètement imprévisible, et d'une société qui est de plus en plus dans l'imprévisible, dans le complexe, et qui fait qu'on a un peu du mal à mettre tout ça en œuvre. Alors, on est quelques-uns à être convaincus depuis très très longtemps, à avoir espéré des vraies transformations, des grands soirs. Peut-être que c'est l'âge qui nous a amenés au petit matin ou à la continuité. Moi, je me réjouis de choses qui peuvent sembler moins violentes, mais quand on voit un groupe de députés qui affirme dans un groupe qu'il faut croiser social et environnement et qui appelle ça en commun, j'ai quand même tendance à considérer que ça nous amène à la fois à la nécessité de prise en compte des biens communs, notamment de la nature, mais aussi des objectifs de développement durable, surtout ce 17e, qui est dans la nécessité de faire alliance. Et c'est peut-être un des grands enjeux qui fait qu'on peut changer d'échelle dans le temps, c'est effectivement qu'on est capable de faire des alliances. On est dans une situation difficile, ça c'est extrêmement clair. Je considère que 2015, la COP21 était un vrai succès diplomatique, mais qui nous mène sur une trajectoire de 3,5 degrés qui est totalement insuffisante, et d'autant qu'on n'y arrive pas, y compris en France, et qu'il nous reste 1 an pour revoir les ambitions des pays pour 2021, au niveau européen, au niveau France, au niveau mondial, et que honnêtement, on a du mal à savoir comment on va faire. Alors après, je continue à être pas très à l'aise avec ce mot. D'abord, moi, la radicalité, c'est un vocabulaire plutôt utilisé, entendu sur les plans politiques ou religieux. Le sociologue Jean Viard a dit il n'y a pas très longtemps que on va avoir l'envie de radicalité dans les décisions publiques, pardon si les mots sont pas exacts, et qu'il a précisé en disant surtout ne laissons pas le vocabulaire aux extrêmes. Autrement dit, c'est si on fait rien aujourd'hui, demain, c'est des extrêmes qui vont arriver et prendre le pouvoir politique et peut-être plus large sur nos territoires. Je suis assez perplexe par rapport à ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille épouser les mots et le vocabulaire des extrêmes pour les combattre. Maintenant, on a vu les vraies difficultés, la montée des mouvements dits anti-système, qui se qualifient parfois de lanceurs d'alerte. On a vu l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui pour moi est plutôt une bonne idée, même si j'ai des attaches familiales fortes dans cet endroit. Je pensais que le projet était mal monté, mais à remettre en 5 minutes un référendum ouvert à tous sur un ensemble de départements. Ça a été le cas aussi des bonnets rouges. Mais on a bloqué des choses sans construire de solutions parallèles. Bon, de là à dire que rien ne peut changer, qu'on est face au mur, qu'on n'y arrivera pas, c'est pas du tout mon cas, bien au contraire. Je pense qu'on peut y arriver. Je crois ce qui s'est passé effectivement, et je suis d'accord avec toi, Ladislas, finalement, on va avoir du mal à trouver des vrais points de conflit, mais je ne suis pas du tout d'accord avec Houellebecq, au dehors de la provocation, quand il dit le monde d'après sera le même, un peu pire. Je crois qu'il y a eu des changements profonds, mais qui sont culturels, qui sont difficiles à analyser. Ce que je crois, c'est qu'on n'y arrivera pas sans une adhésion très forte et du plus grand nombre, et cela dans le temps. Maintenant, comment faire, c'est extrêmement compliqué, notamment quand on a quand même ce confinement qui a été vécu de façon très différente par rapport aux Français.
il y a quand même 4 à 5 millions de Français qui vivent dans de l'habitat indigne ou qui habitent pas du tout. Et eux, ils ont vu la qualité de l'air intérieur baisser quand l'extérieur augmentait. C'était pour eux, tout ce bilan santé, environnement, etc. est plutôt moins bon. Est-ce que on va pouvoir faire société, pour reprendre un terme déjà un peu ancien, mais qui est quand même intéressant, c'est-à-dire mieux agir? Pour conclure, je crois que en tout cas, tous ceux qui s'intéressent à l'écologie ont compris que les enjeux sociaux et environnementaux étaient extrêmement importants, dangereux pour notre cohésion sociale et notre avenir, notamment des plus jeunes. Je crois qu'on est tous convaincus qu'il faut plus d'ambition, agir à plus grande échelle. En Fondation des transitions, justement, nous on croit à ce mot transition. Le comité 21 que j'ai eu le plaisir de présider avant Bettina Laville parle de grande transformation, qui est une expression auquel j'adhère complètement. Je vous engage à le lire, mais je pense que Bettina en parlera tout de suite. Je crois que la question, c'est comment enclencher, comment agir vite. Bon, j'ai des doutes sur le mot radical. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir à très très grande échelle pour la qualité de vie de tous, sans exclusion et dans le respect de l'environnement. Et ça, c'est pas facile. Et donc, je crois fondamentalement qu'une des questions auxquelles il faut qu'on se confronte, c'est une relation au territoire complètement différente. Et je pense que quand on a passé beaucoup plus de temps dans son propre domicile et peut-être juste dans un petit cercle, parce que finalement, on avait le droit, pour l'essentiel, de se déplacer qu'à 1 kilomètre, c'est peut-être une voie de réappropriation du territoire et de réinvention d'une démocratie plus contributive. Et là, je crois qu'il y a un vrai sujet à travailler sur tous les plans, y compris quand on parle de relocalisation économique et développement. Voilà. Je repasse la parole soit à Philippe, soit je crois directement à Eric. Eric, à toi. Bonjour à tous, donc je suis Eric Tardy, je participe aux réflexions de Zone Progrès depuis quelques mois, là, avant le confinement. Par rapport à effectivement cette problématique qui vient d'être posée, on a choisi d'avoir trois grands témoins, trois personnalités pour apporter leur éclairage sur ce débat. Donc, nous avons parmi nous aujourd'hui Bettina Laville. Donc, bonjour Bettina, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Voilà, couper son micro, c'est normal. En tout cas, je vais la présenter. Donc, Bettina Laville est donc conseiller d'État, docteur en lettres. Elle a été effectivement lauréate de Sciences Po, ancienne de l'ENA. Et elle est aujourd'hui présidente et fondatrice du Comité 21. Et donc, elle nous apportera son éclairage sur cet angle du Comité 21 qu'elle pilote. Nous avons aussi parmi nous Claire Egnel, qui est donc… bonjour Claire, j'espère que tu m'entends bien. Claire Egnel est donc membre du collectif pour un réveil écologique. Elle est étudiante à Sciences Po et également à l'École normale supérieure de Paris. Et nous avons en troisième témoin aujourd'hui Emmanuel Kemmel, qui est ingénieur de formation. Bonjour Emmanuel, tu m'entends? Bonjour. Ouais. Ingénieur de formation, diplômé en économie et en sciences cognitives. Il a travaillé comme expert pour le ministère du Développement durable. Et il est depuis 2015 chercheur au CNRS pour le GREG HEC et également professeur à HEC. Voilà, donc je vais effectivement, comme l'a très bien présenté Gilles et Ladislas, aujourd'hui on a effectivement ce mot radicalité qui se répand tous les jours et on voit que la connotation peut être positive ou négative et tout dépend de qui l'emploie. Donc effectivement on l'a totalement associé jusqu'à maintenant à des mouvements plutôt radicaux. Et aujourd'hui, on voit que Nicolas Hulot l'utilise, Jean Viard, certaines autres personnalités politiques. Donc, ma première question qui va s'adresser à Claire, je vais commencer par la plus jeune. En quoi, effectivement, aujourd'hui, le terme radicalité est-il réservé aux extrêmes? Et d'un point de vue un peu plus par rapport à l'angle que vous travaillez dans votre collectif pour un réveil écologique, comment vous appréhendez cette radicalité? Et est-ce que les actions que vous menez aujourd'hui sont-elles pas déjà elles-mêmes radicales? Alors déjà, bonjour et merci de cette invitation. Alors, pour répondre à cette question sur la radicalité par les extrêmes, pour commencer, donc nous, le mot radical, c'est un mot qu'on cite dans notre manifeste, donc le manifeste Union pour un réveil écologique. On parle du besoin d'un changement radical de trajectoire. Et pourtant, c'est pas un texte que moi je considérais comme totalement radical au sens où c'est
d'un militantisme extrême. C'est quelque chose qui nous a d'ailleurs marqué parmi les signataires du manifeste, le fait que parfois c'était jusqu'à 30% d'une promotion d'une école, et il n'y a pas 30% d'une école qui peut être écologique, engagée dans les extrêmes. En fait, pour moi, ce terme est un peu pour toutes les associations de jeunes, parce que je pense que c'est un terme qui, enfin, tous les mouvements de jeunes écolos, je pense que c'est un terme qui est quand même pas mal repris et assez plébiscité. On peut évidemment penser à Youth for Planet et Extinction Rebellion. Mais pour moi, ce terme de radical, en fait, il regroupe deux choses. Il regroupe d'abord le changement à opérer, et c'est, enfin là, quelqu'un vient de le dire dans les commentaires, mais c'est vrai que, enfin, radical, moi aussi, c'est dans ce contexte-là qu'on mène l'étude du manifeste, c'est que ça se rapporte à la racine et attaquer le problème à la racine. Et donc là, ça sera la question, c'est quel changement est nécessaire. Et donc là, pour le coup, ce qu'on va porter, nous, avec le manifeste et beaucoup d'associations de jeunes, c'est l'idée que les transformations à la marge ne sont pas nécessaires et que ce qu'il faut, c'est un changement global de la société. Et à ce titre-là, moi, il y a un chiffre que je trouve très parlant, c'est le fait que les émissions, la réduction des émissions liées au coronavirus, c'est 8%, ça va représenter environ 8% sur l'année. Et ce qui nous ramène seulement au niveau d'émissions de 2006, ce qui montre à quel point on est encore sur une trajectoire qui est insoutenable et donc que les changements qui sont nécessaires sont profonds. Donc ça c'est pour moi une première lecture du mot radicalité. C'est vraiment quelque chose qui se rapporte à quels changements sont nécessaires. Et à mon avis, il y a beaucoup d'associations qui en fait se retrouvent vers cette définition du mot radical. Et puis ensuite, l'autre acception, c'est plutôt comment opérer ce changement. Et là, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, évidemment, c'est un peu clivage entre réformisme et révolutionnaire. C'est est-ce qu'il faut attendre un grand soir ou est-ce qu'il faut essayer d'acter avec les acteurs qui sont là et faire un changement qui soit plus progressif. Et à mon avis, c'est là qu'il y a vraiment plus une séparation entre les différents mouvements. Et c'est vrai que nous, là-dessus, à mon avis, là où notre action elle peut être appelée radicale au manifeste, c'est parce que du coup, on appelle, mais comme beaucoup d'associations, à un changement profond. Mais par contre, on décide que c'est pertinent et que c'est la meilleure solution d'aller s'adresser aux acteurs qui existent, donc notamment les entreprises et nos établissements pour pousser les questions des formations. Merci Claire, c'est une bonne transition pour moi pour poser la question à Bettina, parce que je sais que Bettina, via le comité 21, vous faites partie et être engagée aux côtés pour un réveil écologique. Et donc la question s'adresse un peu de la même, dans le même sens, c'est de dire que voilà, est-ce que ce terme radicalité est réservé à des actions extrémistes ou radicales, et comment chez vous là, au niveau justement des récentes propositions, des récentes 10 propositions que le comité 21 veut faire pour réussir la grande transformation, et d'ailleurs j'utilise ce mot radical dans vos propos. Est-ce qu'effectivement, elles sont assez radicales, pas assez radicales, vos propositions? Comment vous imaginez la chose? Moi, je peux débloquer mon micro moi-même. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Ah, parfait. Alors d'abord, bonjour à tous, toutes. Alors, je voudrais d'abord dire que la question va être au cœur, à mon avis, des années à venir, et des mois à venir et des années à venir, donc c'est bien de la traiter. Deuxièmement, je pense que, comme pour toute question, il faut avoir un regard historique, et ce regard historique incite toujours à la modestie. Le Parti radical, par exemple, était un parti très violent au XIXe siècle, et c'est aujourd'hui synonyme de tiédeur. Même si je dois dire que le fait que Delphine Batho ait repris le flambeau, ah non, c'est vrai, elle a repris le flambeau de Génération Écologie, pardon, mais change un petit peu les choses. Mais on est radical à un moment donné, et puis après on est dépassé dans l'histoire par une autre radicalité, par d'autres radicaux. En l'occurrence, pour le Parti radical, ça a été les socialistes, et on l'est moins. Donc il faut toujours avoir ce regard. Alors, que signifie la radicalité aujourd'hui en matière de développement durable et en matière de transition?
La première chose, je crois que il faut, à mon avis, et d'ailleurs ça vient d'être fait, le déconnecter de ce que les gens ont dans l'imaginaire, c'est-à-dire la violence. Moi, je suis pour un changement radical dans beaucoup de domaines, parce que je pense que la situation climatique, la situation en matière de biodiversité et la situation sociale, d'ailleurs, sont d'une gravité telle, et l'ampleur de cette gravité fait que le temps des demi-mesures que nous avons connues, moi que j'ai mis, comment dirais-je, que j'ai supporté dans ma vie professionnelle en particulier, très très longtemps, c'est terminé parce que les demi-mesures n'ont plus aucun impact. Et je crois que c'est ce que les jeunes veulent dire quand ils parlent de radicalité, c'est parce que eux-mêmes sont extrêmement sensibles à quelque chose qui finalement que les générations d'avant acceptaient peut-être plus. C'est en fait la différence entre le dire et le faire. Et je crois qu'une des premières définitions de la radicalité, c'est faire la même chose que l'on dit que l'on va faire. Et ça me paraît tout à fait important. Et aujourd'hui, il y a dans les jeunes générations un agacement profond sur les seuls discours, les seuls engagements, sans que cela ne soit suivi d'actes précis. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pas la violence, c'est l'engagement complet. Deuxièmement, il y a le prisme de l'engagement complet. Et je crois que la radicalité veut non seulement dire effectivement prendre le mal à la racine, mais ça veut dire donc en profondeur, en verticalité des racines, mais ça veut dire également prendre le mal dans son ampleur. Ça veut dire prendre les choses au niveau du comportement individuel, au niveau de la politique nationale, au niveau de la politique internationale. Et c'est cette immense difficulté qui est devant nous, et c'est très difficile d'être radical sur tous ces plans, parce que vous en trouverez toujours qui seront moins, quelle que soit votre radicalité, vous en trouverez toujours moins radicaux que vous. Et par exemple, il est quand même extrêmement clair que on peut, par exemple, dans un pays ou même dans un grand pays, prendre des mesures radicales en matière d'émissions de CO2. Si un grand pays d'à côté, suivez mon regard, fait le contraire, eh bien, les effets du premier seront en tout cas neutralisés, alors que les dommages économiques pour le premier, l'économie étant ce qu'elle est aujourd'hui, seront importants. Donc c'est ce vaste débat de la radicalité. Qu'est-ce que c'est que la radicalité universelle aujourd'hui? Finalement, dans ce monde où l'universel est très mis à mal, on a ce sujet. Troisième observation sur la radicalité, c'est les questions qui vont nous être posées et qui vont nous être posées aujourd'hui dans l'après-Covid, c'est-à-dire en fait dans l'économie que nous devons mettre en place. Je vais prendre un exemple précis. La semaine prochaine, le gouvernement va annoncer son plan de soutien au secteur automobile. Eh bien, la radicalité serait de mots affreux profiter de cette cause pour ne subventionner que les véhicules propres. Bien entendu, le gouvernement ne va pas le faire parce que derrière, il y a des milliers d'emplois, et quand je parle de milliers, c'est plutôt en millions, et on ne va pas mettre au chômage plus que les gens qui, de toute façon, et malheureusement, être à propos de cette crise. Sauf évidemment si on avait prévu depuis très longtemps la crise écologique. Et là, je rejoins ce qui a été dit sur la temporalité. Si on avait prévu cette crise écologique, on aurait un plan absolument immense et radical de formation sur le fait que les gens qui travaillaient dans le thermique pouvaient travailler à d'autres métiers, etc. Et donc là, on voit tout de suite la complexité de la radicalité, parce que la radicalité écologique peut entraîner des mouvements radicaux sociaux qui eux-mêmes peuvent déclencher une paralysie, et la paralysie,
que ce soit la pause Covid ou la paralysie sociale, n'est pas du tout encline pour ce qui est comment dirais-je, notre mot parrain aujourd'hui, c'est-à-dire le progrès. Le progrès, j'entends, comme nous l'entendons tous ici, au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire le progrès comme on l'entendait au XVIIIe et pas au XIXe siècle. Voilà. Donc c'est tout ce questionnement. Alors c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de radicalité au comité 21. Le comité 21 que j'ai effectivement fondé il y a longtemps maintenant, hein, juste après la conférence de Rio, avec Simone Veil en particulier, eh bien, le comité 21 a toujours été considéré comme la porte du développement durable et a essayé de militer pour que le développement durable soit compris et appliqué chez les citoyens, dans les régions, dans toutes les politiques d'entreprise, etc. Alors, on a été accusé de ne pas être assez radical. Pourquoi? Parce que le développement durable est un terme qui est un terme profondément de réconciliation avec le fait de faire marcher ensemble les fameux trois piliers, économique, social et écologique. On préfère aujourd'hui beaucoup la transition écologique. Nous avons choisi au comité 21 la transformation. Et le choix de ce mot transformation, c'est justement pour dire que nous sommes persuadés qu'il n'y a aujourd'hui aucune perspective de changement véritable sans une certaine radicalité et que tout l'enjeu, c'est de faire accepter la radicalité sans la violence, c'est-à-dire de faire accepter. On ne peut pas, par exemple, avoir dit pendant toute la durée du Covid-19 que la société du care, le soin, devait être aujourd'hui au centre de l'humanité et en même temps promouvoir la radicalité violente. Et c'est cet équilibre extrêmement subtil, extrêmement difficile, peut-être même utopique sur le plan social, qu'il va nous falloir promouvoir dans les mois et les années à venir. Parfait, merci beaucoup Bettina. Alors, pour reprendre une partie de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut prendre le mal par la racine. Karl Marx disait, c'est prendre les choses par la racine, et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. Donc je m'adresse à Emmanuel. On parle de justement perspective de changement sans violence et perspective de changement sans radicalité ou pas. Si la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même, comment fait-on pour changer l'homme et les comportements des hommes? On prend les femmes. Vous qui êtes spécialiste des hommes et des femmes, vous qui êtes spécialiste des sciences cognitives. Oui, très bien. Merci de me donner la parole. Bah, en fait, pour commencer, pour illustrer un petit peu le type de raisonnement qu'on mène en économie comportementale et donc lorsqu'on s'analyse, lorsqu'on s'intéresse au mode de raisonnement et de prise de décision, je voudrais reprendre un point qui avait été qui a été évoqué tout à l'heure quand on se demande en fait pourquoi des changements de comportement radicaux, c'est-à-dire marqués, ont été observés suite au Covid et de tels comportements ne sont pas forcément observés par rapport aux problématiques environnementales. Et en fait, d'un point de vue comportemental, on peut synthétiser les différents travaux réalisés en économie autour autour du constat que globalement, l'individu a du mal à traiter plusieurs dimensions. Il a du mal à traiter le risque, c'est-à-dire que lorsqu'on doit décider dans l'incertain, on a souvent tendance soit à ignorer les événements rares ou soit à les surpondérer. Donc il y a souvent des problèmes de perception de ce qui est incertain. L'être humain a aussi du mal à se projeter dans le futur. Donc, dès qu'on a affaire à des conséquences futures, on va aussi avoir tendance à les négliger, c'est-à-dire à ne pas leur apporter un poids suffisant dans la prise de décision. Il y a aussi quelque chose qui est relativement classique, surtout sur certaines approches économiques, c'est que même si dans certains cas l'être humain est capable de faire preuve d'altruisme, l'individualisme reste quand même une caractéristique assez forte des comportements individuels.
Et un dernier point est la notion d'illusion de contrôle, c'est-à-dire que l'être humain a envie, aime avoir l'impression d'avoir le contrôle sur ses actions. Et quand on a listé ces différentes dimensions, la notion de temporalité avec la perception du futur, la perception de l'incertain, la perception des autres, la perception de son impact sur le réel, là on se rend compte que les problèmes environnementaux sont en quelque sorte les pires qu'on pourrait imaginer parce qu'ils combinent toutes, euh, toutes les raisons qui font que l'être humain peut ne pas s'y intéresser. En effet, les conséquences évoquées ont souvent été présentées comme des conséquences futures, donc on a tendance à moins s'y intéresser que des conséquences présentes. On se dit que ça touche plutôt les autres. Le fait qu'il y ait de la controverse scientifique sur les causes ou sur l'ampleur des problèmes va aussi faire qu'on va considérer les risques encourus comme assez abstraits et assez incertains, ce qui va donner une autre bonne raison de, de les négliger. Et enfin, on a le sentiment d'avoir aucun impact sur la situation puisque la contribution individuelle est extrêmement infinitésimale au problème global qui est le changement climatique. Et inversement, le Covid, finalement, c'est tout l'inverse. Le Covid, on s'est rendu compte qu'il était présent, c'est-à-dire que tant qu'il était en Chine, qu'il était en Italie, ça semblait loin, personne ne prenait ça vraiment au sérieux. Mais quand on a vu qu'il était en France, on a vu des images de malades, etc., là, c'est devenu concret et la question de la temporalité a été résolue. Sur la question de la certitude, il y a très vite eu un consensus, en tout cas, une fois encore, le phénomène a été tellement saillant qu'il y a eu un effet de certitude qui fait qu'il n'y avait plus de doute possible face au danger. Un autre point aussi qui a été déterminant, c'était le fait que tout le monde pouvait être touché par le virus. Alors que lorsqu'on va s'intéresser à l'environnement, bon bah on va nous dire que ce sont d'abord d'autres populations qui vont être touchées par le dérèglement climatique, la montée des eaux. Donc on se dit ça va d'abord toucher les autres d'abord et on a le temps de voir venir. Alors que là, le Covid touchait tout le monde. Chacun se sentait concerné. Sur le rapport aux autres aussi, on pouvait facilement communiquer en disant attention, vous pouvez contaminer vos proches, vous pouvez contaminer vos parents, vos grands-parents, etc. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement saillant. Et enfin, sur la capacité d'action, avec des messages du type restez chez vous, sauvez des vies. Sous-entendu, le corollaire étant si vous sortez, vous risquez de tuer des gens, vous risquez de tuer vos proches. Là, ça donne une notion de responsabilité individuelle qui est extrêmement forte. Et qui, bien entendu, dans le domaine des problématiques environnementales, c'est beaucoup plus dur de dire attention, si vous prenez votre voiture, concrètement, vous risquez de créer un dommage quelconque. Donc voilà un petit peu une esquisse de lecture comportementale qui répond à la question pourquoi on a eu affaire à des changements de comportement importants dans la logique de la crise Covid et pourquoi ça n'a pas été le cas ou pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres contextes. Ce qui permet de répondre à la question, de donner un premier élément de réponse qui consiste à dire bien, si on peut jouer sur chacun de ces leviers, eh bien peut-être qu'en jouant sur ces leviers, en prenant en compte une lecture comportementale, on peut imaginer créer des politiques publiques ou des environnements de décision qui vont entraîner des changements importants de comportement. Merci beaucoup. Parfait. Tu voulais ajouter quelque chose? Non? Oui. Un autre point, c'est aussi que par rapport au comportement humain, quelque chose qui est très important, est la notion de point de référence et de normes sociales. Et donc, qui peut aussi rejoindre une notion d'économie et notamment de théorie des jeux, qui serait la notion d'équilibre. Et donc,
on peut imaginer que certaines situations sont gouvernées par une norme sociale et créent un certain équilibre avec qui cristallise certains comportements. Et finalement, on pourrait entendre la radicalité comme un changement d'équilibre. Donc là, en fait, c'est pas radicalité en termes de violence ou d'ampleur, c'est radicalité en termes de changement de paradigme, changement de normes sociales. Et là-dessus, je pense qu'une bonne nouvelle est que on a eu affaire dans certains domaines, à des changements de paradigme, des changements de normes sociales. Je donne un exemple qui peut sembler anecdotique, mais que je connais un peu ayant travaillé en sécurité routière. Il y a encore 20 ans, c'était tout à fait raisonnable de rouler à 150, 160 sur l'autoroute et de pousser à 180 quand on était en retard pour prendre le train. C'était, c'était dans la norme. Et grâce à de l'action publique qui s'est construite sur de la sensibilisation et aussi, bien sûr, le développement du contrôle fonction automatisé, on a eu un changement de norme qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà même de la présence du contrôle fonction automatisé, donc au-delà même de la menace, il y a eu un changement de norme qui fait qu'aujourd'hui, lorsque sur la route, vous voyez quelqu'un vous doubler à 160, on se dit que c'est une personne qui a un problème. Enfin, ce n'est pas du tout valorisé socialement d'être resté sur l'ancien équilibre. Donc, je pense qu'il y a cette idée donc maintenant, la question, c'est comment en fait engager Alors, la société à passer d'un équilibre à un autre équilibre. C'est la question que je voulais poser c'est la question que je voulais poser à Claire. Maintenant, c'est effectivement, du coup, on voit bien que finalement tout le monde est un peu d'accord pour dire que il faut des perspectives de changement avec radicalité, même si c'est effectivement des radicalités sans violence. Et Claire, comment est-ce qu'on change d'échelle après? Comment on fait pour qu'on ait l'acceptabilité du plus grand nombre? Parce que c'est bien d'avoir des perspectives de changement, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, comment on obtient comment vous faites chez vous pour Oui, bah, c'est une bonne, grande question. Moi, j'ai pas de réponse évidemment toute faite, hein, mais c'est vrai que sur le changement d'échelle, je suis assez d'accord avec la remarque sur le changement de paradigme. En vrai, enfin, c'est globalement le changement qui est nécessaire. C'est, enfin, même à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une société, c'est vraiment arriver à intégrer les limites planétaires, les enjeux environnementaux dans la manière dont on fonctionne, dont on prévoit quelque chose. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut. Enfin, c'est une bonne manière de définir la radicalité qui est demandée. Alors après, sur comment opérer ce changement, bah, évidemment, ça a déjà été soulevé plusieurs fois, mais la question de l'acceptabilité, c'est une grosse question. De ces changements-là, de l'éducation aussi, nous, c'est quelque chose qui évidemment nous pousse beaucoup au manifeste, déjà en tant qu'étudiant, et puis sur l'idée en fait, aujourd'hui, on a quand même encore un très gros problème de compréhension de ces enjeux. Même si les jeunes, on a un petit qui sont très engagés, il y a quand même un tiers des jeunes qui sont encore climato-sceptiques. Et puis, en plus, c'est une chose de savoir que le climat, le réchauffement climatique existe, mais c'en est une autre de comprendre comment est-ce qu'il est créé, quels sont les véritables leviers des mesures qu'il faudrait prendre pour changer tout ça. Donc, la question de la formation et de l'éducation, elle est extrêmement importante. Nous, on trouvait que après, sur les questions de processus d'acceptation, parce qu'en plus, il y a les enjeux scientifiques sur lesquels on peut se mettre d'accord, mais ensuite, sur la manière dont il faudrait y répondre à ce constat, c'est quelque chose qui fait absolument pas consensus, qu'il faudrait discuter, sur lequel il faudrait qu'il y ait un débat public, qui soit informé et qui soit vraiment tenu. C'est très important pour ça. Et pour moi, un bon exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui vraiment prenait cette démarche d'avoir un panel de 150 citoyens qui sont sélectionnés selon des critères de représentativité de la société civile, qu'on pose face à donc un objectif qui est la neutralité, qui est 40% de réduction des émissions de effet de serre, donc un objectif qui est quand même très ambitieux, et à qui on demande de mettre d'accord, et donc d'avoir ce processus qu'il faudrait opérer à l'échelle d'une société, de se poser la question de comment est-ce qu'on opère ce changement en prenant en compte les avis et les profils de chacun. Donc pour moi, ça peut être un bon début de comment on pourrait procéder. Bettina, je rebondis par rapport à ce que dit Claire. Du coup,
Pour vous, ce changement d'échelle, il passe par quoi? Est-ce que c'est effectivement la Convention citoyenne, mais qui est seulement une sélection de 150 de personnes de la société civile? Est-ce qu'elle, cette Convention citoyenne, elle a vraiment été écoutée, entendue? Est-ce qu'elle est relayée dans les politiques publiques? Et comment vous avez pensé pousser et changer l'échelle grâce à vos 10 propositions pour la grande transformation? Alors, moi, je suis extrêmement sceptique par rapport à la Convention citoyenne. Et je pense que il y a un déséquilibre extraordinaire entre cette Convention citoyenne sur le climat, qui a écouté un certain nombre d'experts choisis, alors là, vraiment pas de manière représentative du tout, et d'autre part, si vous voulez, qui a d'emblée, parce que c'était un peu la feuille de route, écarté la seule mesure Excuse-moi. radicale. Pardon? La question? Je sais pas. Oui, vas-y, continue. Ah, tout le temps? Ouais. Ça va? T'as eu le temps de regarder? Ouais, j'ai vu la vidéo, elle est trop Est-ce que tout le monde peut se mettre en mute, s'il vous plaît? Je continue là, je sais pas. Oui, vas-y, Oui, continue. d'accord. Donc, qui a écarté d'emblée la seule mesure radicale, en tout cas sans qui les autres mesures ne sont pas grand-chose, c'est-à-dire la transformation de la fiscalité écologique, c'est-à-dire la taxe carbone. Le fait, si vous voulez, que la taxe carbone ait connu les avatars qu'on a connus parce qu'elle était mal conçue, mal expliquée, bah, du coup, on dit aux citoyens, aux 150 citoyens, inventez, nous, quelque chose sans la taxe carbone, et victorieusement, ils ressortent ce que tous les experts ont sorti depuis 20 ans, et ces mesures absolument extraordinaires comme ne pas chauffer les terrasses des cafés. Alors ça, c'est très important, il faut surtout pas euh, chauffer les terrasses des cafés, ça je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, c'est pas en supprimant toutes tous les chauffages des terrasses, je peux vous dire qu'on arrivera au fameux 1,5 ou 2 degrés. Donc je suis extrêmement sceptique, je crois beaucoup plus, mais beaucoup plus à tous les engagements de terrain. Vous avez aujourd'hui en France un fourmillement d'initiatives de citoyens de base qui se prennent par la main, qui créent des collectifs, qui essayent justement de relier les comportements individuels et les comportements collectifs. C'est infiniment plus efficace que cette convention citoyenne qui est une espèce d'étendard extraordinairement médiatisé, qui doit effectivement faire un bien fou à ces 150 personnes qui manifestement n'avaient pas trop entendu parler de la transition écologique. Mais voilà, c'est un débat, c'est une contribution, mais c'est vraiment pas celle-là qui sera décisive. Alors, de toute façon, vous me demandez, d'abord, il n'y a pas 10 propositions au comité 21, il y en a 12 maintenant, parce qu'après la crise du Covid, on en a ajouté 2. Mais vous me demandez comment on va faire. Alors, d'abord, je trouve que vous présentez les choses comme est-ce que c'est est-ce que c'est le comité 21, enfin les propositions du comité 21, est-ce que c'est la convention citoyenne, est-ce que c'est tous les engagements des jeunes, etc. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tout le monde. C'est-à-dire que chacun dans sa commune, son association, son entreprise, etc. Tout le monde doit s'y mettre. Sans ça, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut relier absolument tout. Alors, nous allons faire des alliances pour chaque proposition. Il y a des propositions sur l'enseignement, il y a des propositions sur, en l'occurrence, on a une proposition qui est compter ce qui compte, hein, c'est-à-dire changer la comptabilité et donner beaucoup plus d'importance à la comptabilité extra-financière. On a aussi des propositions sur les
la nouvelle loi de décentralisation que le gouvernement appelait 3D, c'est-à-dire déconcentration, décentralisation, différenciation. Nous, on veut en faire une 5D, développement durable. On a des propositions sur la société de biens communs, qui est en l'occurrence des sociétés locales tournées vers le bien commun, qui prennent ce qu'il y a de bien dans le privé, ce qu'il y a de bien dans le public pour le bien commun. Je ne vais pas vous les exposer, parce qu'encore une fois, il y en a 12, hein, mais on va, pour chaque proposition, faire une alliance avec nous de 3-4 organismes pour les porter. Mais ce qui est évident, c'est que chacun, à sa place, doit œuvrer, et c'est comme ça qu'il y aura une radicalité, si vous voulez. Parce que la radicalité, ça consiste pas à être intransigeant et être violent. Ça consiste à ne laisser, comme dit d'ailleurs, comme dit... à 16h30 alors, dans une demi-heure. Il y a une dame qui téléphone en même temps. Comme disent les objectifs de développement durable, non pas à ne laisser personne de côté, mais à ne laisser rien de côté. C'est ça la radicalité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser trop de choses, un peu, c'est obligatoire dans la transition, trop de choses, j'allais dire, alors bon, tout le monde va rire si je dis de l'ancien monde, du futur ancien monde, en tout cas du monde pollué et polluant. On ne doit rien laisser et là, il faut tous s'y mettre. Ok, merci Bettina. On a parlé tout à l'heure, la DICES a parlé tout à l'heure de temporalité en disant qu'effectivement, problématique des enjeux environnementaux, c'est que on parle de long terme, que là, il faudrait peut-être réfléchir à créer des chocs et des mini-chocs à moyen terme. Ou alors faut-il attendre un Covid tous les ans pour pouvoir atteindre nos objectifs de 2030? Donc face à cette urgence climatique, comment on fait pour convaincre? Faut-il des chocs exogènes pour changer le comportement? Je m'adresse à toi, Emmanuel. Tu m'entends? Ah, t'as pas... Hop, voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vaste question. Alors, donc, sur l'idée de choc pour le changement de comportement, en fait, à mon avis, il y a plusieurs pistes. La piste, vraisemblablement, la plus efficace et la plus radicale, c'est celle d'un régulateur qui vient euh, de sa main bouger le point de référence et faire basculer une situation d'un équilibre à un autre. Par rapport à et donc là-dessus, il semble assez clair que la décision publique et la régulation est un outil évident de changement de comportement et qui parfois peut se faire finalement, même si la décision peut entraîner un changement radical, il y a des cas où cette décision peut être bien acceptée ou en tout cas à moyen terme. Un exemple, tout à l'heure, quelqu'un dans le chat a mentionné la question du tabac lorsque je parlais de changement de point de référence et notamment de changement de normes sociales. J'ai parlé de la vitesse sur la route. Effectivement, par rapport au tabac, il y a encore quelques années, c'était plutôt bien vu socialement de fumer, c'est associé à certaines valeurs, etc. Aujourd'hui, le changement de paradigme a aussi opéré. Mais ce changement de paradigme, il a été accompagné bien entendu, d'une intervention publique assez forte. Et un exemple connexe qui me semble assez intéressant et plutôt de bon augure, c'est la loi qui a poussé les fumeurs à devoir sortir pour fumer. Si vous vous souvenez un petit peu du contexte de cette mesure, c'était une mesure qui était extrêmement impopulaire ex ante, c'est-à-dire que les fumeurs disaient qu'ils n'iraient plus dans les cafés et que donc ça menacerait l'activité. Les tenanciers d'établissements publics, effectivement, disaient qu'ils verraient perdre la clientèle, etc. Donc, il y avait déjà quasiment cette menace d'un impact éventuel sur la vie économique. Et cette mesure, une fois qu'elle a été adoptée
sans forcément de support majoritaire, c'est avéré ex post extrêmement bien accepté. Et notamment, les fumeurs eux-mêmes ont découvert qu'il pouvait y avoir un avantage à sortir fumer, à sociabiliser, etc. Les fumeurs comme les non-fumeurs ont apprécié d'être. Donc, voici un exemple dans lequel une action publique qui entraîne un changement, bon, là, un changement marqué dans un contexte très spécifique, mais peut-être une mesure extrêmement bien acceptée finalement. Donc je pense que ce couple action publique et faire en sorte que l'action publique soit acceptée, bon, ça semble assez trivial, mais un outil de changement de comportement extrêmement fort. Dans cette... Oui. Justement, je rebondis par rapport à ça. Récemment, on a parlé beaucoup de nudge, et notamment des green nudge, qui pouvaient accompagner effectivement des mesures imposées par les pouvoirs publics, mais qui permettent de donner un coup de pouce et d'accompagner de manière un peu plus soft, light, et faire accepter plus facilement au grand public. Est-ce que vous croyez que ça peut se déployer, que ça peut aider? Oui. Tu peux peut-être Oui, rappeler oui. ce que c'est derrière les nudge, Oui. rapidement. Ah, donc, la traduction rapide de nudge, c'est coup de coude ou coup de pouce. Et l'idée, en fait, est de modifier l'environnement de prise de décision pour inciter l'individu vers un comportement ciblé, considéré comme vertueux pour lui ou pour la société. Et le point important est qu'ici, on va chercher à ne pas le contraindre. C'est-à-dire que dans l'exemple précédent, on était dans une logique de contrainte. Bien sûr, là, avec le confinement, on a eu affaire à une décision publique forte et tout à fait contraignante. Mais il y a l'idée du nudge, c'est qu'on peut aussi avoir une action publique dite paternaliste, c'est-à-dire que l'État cherche à faire en sorte de modifier les comportements, mais de façon non contraignante. Et un exemple assez efficace en la matière consiste, une fois encore, à changer la notion de point de référence. Et, un exemple très illustratif en la matière porte sur le domaine du don d'organes. On suppose qu'il serait bon pour la collectivité d'avoir plus de donneurs d'organes. Bien entendu, une fois encore, personne ne va forcément prendre le temps de se renseigner, d'aller se faire une carte de donneur. Ça semble un peu abstrait, ça semble faut faire un petit effort. Et là, l'idée, donc un exemple de nudge initié par l'action publique, a consisté à considérer que par défaut, tout le monde était donneur et qu'il fallait faire un petit effort. Tout le monde avait la liberté de ne pas être donneur, mais il fallait faire un petit effort pour se désinscrire. Et bien en fait, en faisant ça, là, on est vraiment dans l'esprit du nudge parce qu'on entraîne un changement radical dans les proportions. On a dû passer de 10 ou 20% de donneurs à 80% de donneurs et 10 ou 20% de personnes qui font l'effort de se manifester en tant que non-donneurs. Donc là, ce changement de point de référence a été initié par l'action publique. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est sur un changement qui est une mesure qui entraîne des changements efficaces, mais qui est non contraignante parce que elle n'enfreint pas la liberté individuelle et en l'occurrence chaque individu a la possibilité de s'écarter du point de référence s'il le souhaite. Donc effectivement, on peut certains nudges et notamment celui qui consiste à modifier l'option par défaut ou l'option de référence et peut avoir des changements importants. Et autrement, donc il y a toute une famille de nudges, bon, qui prendraient du temps à décrire. Un des nudges célèbres étant l'urinoir de l'aéroport d'Amsterdam avec la mouche au milieu, et ce qui a permis de réduire de 80% la propreté de l'aéroport. Et donc peut-être pour terminer avant de prendre les questions du chat, récemment Mathieu Orphelin a parlé de radicalité positive. Alors je m'adresse à vous trois. En quoi la radicalité peut être positive et qu'est-ce que ça veut dire la radicalité positive finalement? Et en complément de la question, est-ce que le coup de pouce vélo est une forme de radicalité positive puisque c'est un peu des nudges, un peu de
Ok, on a perdu Eric, donc je sais pas, qui veut prendre la question? Bettina? Euh, c'est depuis Jean-Pierre Raffarin qu'on accole le mot positif à peu près à tout. Euh, Puis Attali, avec son forum, a pris le relais. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je pense à peu près le contraire, parce que euh, je ne sais pas ce que c'est que la radicalité positive. Pour tout vous dire, je trouve que ça ne veut rien dire du tout si je suis radicale. C'est-à-dire que où vous avez une radicalité sur le fond des dossiers, et que comme j'ai essayé de le dire, et comme je crois qu'on l'a tous dit, ça veut dire qu'on prend les choses à la racine et on fustige, c'est ça la radicalité. On fustige tous les comportements à quelques échelles qu'ils soient, qui sont contraires à la bonne direction de la transition écologique. Ou bien, alors si ça veut dire, effectivement, comme on l'a dit au début, que dans l'idée de radicalité, il y a une espèce d'amour de la violence pour la violence et qu'il faut évidemment écarter ce sens de la radicalité, je suis d'accord, c'est quand même pas naïve. Il va y avoir, par exemple, dans les mois qui viennent, des mouvements qui vont se réclamer d'une certaine radicalité par la violence. Je veux dire, c'est absolument inévitable après les mois qu'on a passés, d'autant plus, si vous voulez, que cette radicalité existait auparavant. Donc, je ne vois pas comment on va y échapper. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je serais plutôt pour une expression comme une radicalité d'avenir, parce que la radicalité, elle est à construire, parce que notre système économique et tout notre système, il est fait de compromis. C'est-à-dire que on ne peut pas faire marcher une société sans un certain nombre de compromis. Aujourd'hui, le compromis n'est pas à la mode, et c'est la radicalité qui est à la mode. Mais on y aura de changements radicaux, en particulier vers la transition écologique, que si on fait des compromis avec l'ensemble des forces de la société pour y arriver. Et pas des compromis tièdes, attention, je veux dire, des compromis justement extrêmement sérieux, extrêmement sévères pour, reprendre l'expression, changer de paradigme. Claire, une sorte de conclusion sur la radicalité positive. Oui, bah, du coup, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que pour moi, la radicalité, je trouverais positive, c'est vraiment celle qui comprend le problème pour ce qui est un problème qui remet en cause la manière dont nos sociétés s'organisent et qui a besoin d'une transformation globale pour être surmontée. Et pour moi, c'est là-dessus que je trouverais, du coup là, effectivement, du forêt radical au sens de revenir à l'origine des problèmes. C'est là-dessus que je considérerais comme pouvant être une partie de la solution. Et puis c'est vrai que pour conclure sur un peu le lien effectivement avec ce que nous apprend cette crise du coronavirus, c'est vrai que je pense qu'il faut être très prudent sur la manière dont on fait des parallèles entre la crise du climat et la crise du coronavirus, la crise environnementale, notamment parce que, pour moi, quelque chose de majeur, c'est quand même le fait que les restrictions de nos libertés, les systèmes économiques qu'on a acceptés pour la crise du coronavirus, ils étaient temporaires. Et ils ne demandaient pas on n'a pas inventé une nouvelle manière de vivre pendant le coronavirus, on a juste suspendu la manière dont on vit actuellement, et c'est pas ce que nous demande la crise environnementale, qui demande quand même un changement définitif pour être efficace. Mais par contre, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a souligné avec un appel qu'on a lancé avec 75 autres associations, qui a été soutenu par 1000 personnes, c'est le fait que cette crise, elle nous met quand même en face de nos vulnérabilités en tant que société, et que c'est quelque chose qui devrait. C'est là qu'on peut effectivement faire un lien quand même très puissant avec la crise environnementale qui va nous mettre encore plus en difficulté dans les années qui viennent. Emmanuel, pour conclure. Euh,
Donc, oui, sur cette notion de radicalité positive, effectivement, enfin, je pense qu'on peut tout à fait, je pense avoir essayé de lister, de mentionner quelques exemples dans lesquels on peut avoir des changements importants dans certains domaines et localement, effectivement, là, je vois dans le chat qu'il y a la question, est-ce qu'on parle au niveau français ou au niveau international? Ça, Ça, aussi, c'est une question intéressante parce que la voilà. question universelle, effectivement, ça marche en France, mais est-ce que ça marche partout? Ah mince, j'ai pas bien entendu la question. Non, je disais justement par rapport à la question du chat, effectivement, la notion universelle, parce que effectivement, est-ce que la radicalité peut fonctionner en France, mais est-ce qu'elle fonctionne en Europe? Est-ce qu'elle fonctionne d'une manière générale dans le monde? Oui, ça, clairement, là, c'est une. En fait, je pense qu'il y a une grille à avoir en tête. C'est une lecture qui me semble assez utile pour décrypter les problématiques en jeu. C'est la lecture de la théorie des jeux, et notamment avec le fameux dilemme du prisonnier que tout le monde, dont tout le monde a déjà dû entendre parler, avec cette idée que deux personnes qui peuvent avoir un intérêt commun à collaborer dans une direction commune peuvent ne pas réussir à se coordonner et ce manque de coordination peut mener à une solution sous-optimale. Et on est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire que éventuellement tout le monde voudrait vivre dans un monde sans armes atomiques, mais ce serait un équilibre préférable. Mais personne ne veut se désarmer en premier. Tout le monde voudrait vivre dans un monde sans voiture, mais personne n'est prêt à euh, arrêter de prendre la voiture si les autres continuent de prendre la voiture. Donc, il y a l'idée, l'exemple ici, c'est que au-delà de la prise de conscience, je pense que beaucoup de personnes sont conscientes des enjeux, mais il arrive que la nature de la situation fasse que on est bloqué dans un mauvais équilibre. Et là, il faut effectivement trouver une façon, donc que ce soit un choc exogène comme une crise, que ce soit l'intervention de la société civile ou des nobles ou de l'action publique, mais pour modifier les équilibres. Et là-dessus, on est sur de la radicalité positive parce que c'est pas un changement qui contraint les gens ou qui va contre les préférences des gens. C'est un changement qui permet aux préférences individuelles de s'accorder dans le cadre d'un équilibre plus bénéfique pour la société. Et je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires sur le chat, donc je serais heureux Merci, merci Emmanuel, merci à tous. Je propose à Gilles, Ladislas et Philippe peut-être de conclure, de donner un dernier mot, sauf s'il y a d'autres questions, mais on n'a pas trop le temps, je crois. Non, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on arrête là, parce que c'est bien de se caler. Enfin voilà, on est sur un temps raisonnable. Peut-être effectivement, Gilles et Ladislas, en quelques mots, peut-être les points clés que vous avez retenus en quelque sorte de ces débats, puis ensuite je dirai 2 mots pour conclure. Peut-être si je commence. Oui, vous m'entendez? Oui. Moi, effectivement, le mot radical, finalement, ne me gêne pas quand il est accolé à un autre mot, type changement radical. Et la difficulté que je peux avoir, c'est quand il est tout seul. Quand même, 3 éléments très vite. Beaucoup d'exemples qu'on a pris, notamment route ou cigarettes, on aurait pu parler de l'interdiction des bombes qui ont permis de sauver la couche d'ozone, ont été fondés quand même sur la loi, l'interdiction. Voire sur certains sujets, la peur sur la santé, la mort, etc. Donc, ce ne sont pas des exemples qui, pour moi, sont radicaux, qui, pour moi, sont fondés sur l'adhésion et sur l'acceptation profonde. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Beaucoup de gens, je pense, ont vécu cette contrainte de non-déplacement comme du provisoire et même attendent impatiemment d'aller faire les soldes, de prendre l'avion et effectivement renvoie à ce qu'a dit Houellebecq. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est celle du local. On a parlé d'aspects très nationaux, internationaux. L'enjeu, peut-être, c'est celle de la transformation ou de la grande transformation, pour prendre l'expression
du comité 21, mais à chaque niveau de territoire. Et ça commence à l'intérieur du logement qu'on a peut-être réappris à habiter différemment, à vivre de l'intérieur, mais aussi les territoires de proximité. Et c'est pas parce qu'effectivement on est à 1 kilomètre de chez soi qu'il n'y a pas de nécessité de grande transformation. Alors, Gérard, je vais mettre sur mute. Ladislas. Merci Philippe. Déjà, je voulais vraiment remercier tous les intervenants. J'ai trouvé qu'il y avait des échanges de très très bonne qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé beaucoup d'idées qui sont ressorties. Peut-être parmi les notions qui m'ont trouvé aussi intéressantes, vraiment cette logique des radicalités qui se retrouvent pas et enfin, la radicalité écologique qui peut entraîner la radicalité sociale qui peut entraîner la paralysie. Et comment est-ce qu'on construit ces consensus, ces compromis là-dessus? Comment est-ce qu'on tire comment on tire parti des biais cognitifs et comment est-ce qu'on fait pour trouver une inspiration peut-être dans la théorie des jeux, pour trouver ces nouveaux équilibres. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont intéressantes qu'il faudra probablement qu'on formalise d'une manière ou d'une autre. Donc je te laisse peut-être conclure, Philippe. Ok. Merci d'abord. Merci à tous. Merci à Ladislas, Gilles et Eric d'avoir préparé ce débat. Je pense que c'était. On a posé les questions, on a posé le sujet. Alors évidemment, on n'a pas abouti à une conclusion sur la radicalité en 1 heure, mais en tout cas, on voit que cette question-là est vraiment au cœur comme le disait Bettina tout à l'heure, de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, parce que la façon d'aborder les choses dans les mois à venir. En fait, la forme et la façon d'aborder les choses va avoir un impact aussi sur le fond et sur les décisions qu'on prend. Donc ce lien en quelque sorte entre finalement ce qu'on cherche à faire et la façon dont on veut le faire est un sujet qui je pense nécessite de creuser encore les échanges, les discussions dans le futur. Voilà, c'est cette façon de réfléchir, c'est typiquement ce qu'on essaie de faire au sein d'Osons le Progrès, c'est-à-dire d'essayer de bien poser les questions avant de creuser et d'y répondre. Je pense qu'on produira sans doute de l'écrit et une note sur ce sujet de la radicalité dans les semaines qui viennent, mais ça nous paraissait important d'abord d'avoir cet échange et de saisir les différentes nuances de ce sujet. Donc merci beaucoup d'avoir participé à toutes et à tous. Merci à nos 3 intervenants aussi, donc Bettina, Alexandre et Claire. Et donc je vous souhaite un excellent samedi. Emmanuel. Pardon ? Emmanuel, pardon, excuse-moi, désolé, mais Emmanuel et Claire. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouveau débat d'Osons le Progrès. Merci à tous, au revoir. Merci.